Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Dans l'actualité africaine, il y a ce coup d'État au Niger qui fait parler, et ce coup d'État qui a surpris dans certains milieux, parce qu'on sait très bien que depuis quelque temps, le Niger est relativement cité comme un modèle de démocratie avec le président sortant qui a transmis pacifiquement le pouvoir à Mohamed Bazoum. Est-ce que vous avez été surpris, vous? Beaucoup sont surpris. Bon, la surprise, ce n'est pas à moi d'être surpris. Parce que tout d'abord, vous citez le Niger comme un modèle de démocratie. Je ne crois pas que le fait qu'il y ait une alternance pacifique pour une fois dans ce pays suffit pour qu'on dise que c'est un modèle de démocratie. Je ne crois pas. Depuis toujours, le Niger, il y a eu plusieurs coups d'État. Et même les dernières élections présidentielles qui ont conduit le président Bazoum au pouvoir, il y a eu des choses qui se sont faites de façon un peu, je ne dirais pas maladroite, mais injuste, puisqu'ils ont écarté pas mal d'acteurs politiques de l'opposition de cette compétition. Donc on ne peut pas dire que c'est un modèle de démocratie, mais quand même il y a eu pour une fois une alternance pacifique au niveau de ce pays. Maintenant, le coup d'État qui est arrivé, je crois que moi, ça ne devrait pas ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Je condamne qu'il y ait le renversement de l'ordre constitutionnel au niveau de ce pays-là. Ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on remet 3-0. Mais il y a des coups d'État salutaires, des fois. Vous comprenez? Le Niger, malheureusement, a accepté d'abriter des bases de djihadistes. Ce qui, nous les Africains, nous n'acceptons pas. Nous les Africains, je suis très africain. Je ne peux pas accepter que les gens qui viennent tuer nos populations, qu'un pays accepte de les abriter. Parce que ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, et ce qui se passe à nos frontières également, au nord, bon, il y a un débat là-dessus. Ou bien ça peut se discuter à ce niveau. Ce n'est pas normal que ce soit des gens, ou bien un pays d'Afrique qui abrite les gens qui viennent déstabiliser d'autres pays. Ce n'est pas normal. Donc, ce qui s'est passé pour que le Niger accepte d'abriter ces gens-là, je crois que c'est une faute, hein, si on peut la qualifier ainsi, et il faut s'attendre à ce qui est arrivé là arrive. Il faut s'attendre, parce que nous tous, nous combattons les djihadistes. Ces mouvements des gens terroristes qui déstabilisent les États, il faut nécessairement trouver leur poche et puis les anéantir. Donc le Niger s'est permis d'accueillir ces gens sur son territoire, non, mais en fait, avec l'appui de certaines puissances occidentales, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Oui, mais en fait, ce qui arrive là... Est-ce que c'est documenté ce que vous dites là? Les premières déclarations des nouveaux dirigeants du Niger, je crois que vous aussi vous avez lu, puisque ce sont leurs déclarations en disant que les bases des djihadistes se trouvent, des poches du djihadisme, se trouvent, d'importants postes du djihadisme se trouvent sur leur territoire. Et c'est ça qui déstabilise les autres pays. Donc ça justifie un coup d'État. Mais pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas accepter que un dirigeant puisse accepter des terroristes sur son territoire pour déstabiliser d'autres pays. Alors nous sommes tous des frères africains. On sait très bien que l'Afrique est engagée depuis quelques années, quelques décennies maintenant, dans un processus démocratique et qui n'accepte pas le coup d'État, puisqu'on sait très bien que les coups d'État sont contraires à tous les principes démocratiques. Là, vous trouvez des argumentaires ou des raisons à ceux qui ont pris le pouvoir. Cela peut vouloir dire que demain,
on peut assister à de mêmes situations, de mêmes interventions. Vous savez, un peu partout en Afrique, ce que beaucoup condamnent aujourd'hui. Oui, moi-même je condamne le coup d'État. Je condamne le coup d'État, c'est-à-dire que le coup d'État militaire qui est arrivé au Niger, en tant qu'un démocrate, je ne peux que condamner ça. Mais il y a des coups d'État qui ne sont pas des coups d'État militaires. Que la CEDEAO, l'Union africaine, entérine. C'est des coups d'État constitutionnels. Là se pose un problème de souveraineté, de la notion de souveraineté, de la notion de la légitimité. Je voudrais dire que le coup d'État au Niger, bon, nous pouvons penser que c'est une mauvaise chose. Mais est-ce que le peuple nigérien accepte ce coup d'État? C'est là où la notion de la légitimité et de la souveraineté doivent intervenir. Je vous comprends. Aujourd'hui, ce coup d'État est condamné par les grandes puissances, les organisations régionales, les Nations Unies. Comment est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Le coup d'État est condamné par les Nations Unies, les grandes puissances occidentales, l'Union africaine, la CEDEAO. Mais est-ce que le coup d'État est condamné par le peuple nigérien? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que le coup d'État actuel est condamné par le peuple nigérien? J'ai vu des images ce matin, avant d'arriver chez vous, que le peuple est dans la rue, ou bien à la place de la concertation, et c'est une grande foule. Alors ça veut dire que le peuple accepte que ces nouveaux dirigeants viennent pour régler un problème. C'est pour ça que je dis, il faut que nous travaillions sur la notion de la souveraineté et la notion de la légitimité. Parce que quand un coup d'État intervient et le peuple n'est pas d'accord, à ce moment-là, les puissances qui condamnent, votre peuple n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, ce n'est pas normal. Mais si nous sommes en démocratie, quelle est la place des militaires? Est-ce que ce n'est pas dans les casernes? La place des militaires est dans les casernes. Mais les militaires sont des citoyens, comme les autres. Et lorsque, dans un pays, je crois que c'est Royce qui l'avait dit, si l'État démocratique, qui est censé protéger les citoyens, en termes de justice, en termes de sécurité, en termes de tout ce qu'il faut pour que les citoyens se sentent bien, si l'État n'y arrive pas, la seule, ou bien le seul organe, ou bien la seule personne capable de rétablir la vérité, de rétablir l'ordre dans le pays, de rétablir la justice, de rétablir la sécurité, de rétablir l'ordre dans le pays, je crois que c'est les forces armées. Et donc, ce qu'ils ont fait, si ça répond à ce principe, c'est-à-dire qu'il y a du désordre qui est arrivé, il y a de l'injustice qui est arrivée, il y a l'insécurité qui s'installe dans le pays, nous ne pouvons pas accepter que cela soit ainsi. Je pense que c'est normal. On peut partir des coups d'État militaires pour arriver à la démocratie. Cela est arrivé au Ghana. Monsieur le président Rollins était un militaire. Il est arrivé au Ghana. Il a fait un coup d'État. Mais il a rétabli les grands principes démocratiques dans le pays. Et puis, le pays est lancé sur le plan de la démocratie. Je pense que ce que fait le président Assimi Goïta aujourd'hui au Mali est aussi salutaire. Sans oublier le jeune président burkinabé. Dans un instant, les auditeurs vont vous poser des questions. Mais avant que les auditeurs vous posent leurs questions, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un véritable recul, ce dernier coup d'État qui vient d'être perpétré au Niger, puisque quand on remonte l'histoire, après les indépendances déjà, en 1963, il y a eu un coup d'État en Afrique, au Togo, et beaucoup pensaient que non, mais en fait, les coups d'État, ce n'était pas une très bonne chose. Mais là, en 2023, nous venons d'assister à encore un nouveau coup d'État. Cela veut dire que l'Afrique fait du surplace. Bon, vous parlez de recul, oui, ça peut être perçu comme un recul. Mais si ce recul peut permettre un véritable nouveau départ, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs qui témoignent que l'Afrique noire est mal partie. Et l'Afrique noire est véritablement mal partie parce que les indépendances que nous avons eues ne sont pas de véritables indépendances. Ce sont des indépendances voilées et ce sont des puissances étrangères qui ont colonisé l'Afrique, qui sont encore derrière ces indépendances en pillant nos ressources. Et les Africains sont arrivés à un point où les Africains ne peuvent pas profiter de leurs richesses et c'est d'autres personnes qui profitent des richesses africaines. Si l'indépendance que nous avons obtenue, la démocratie que nous cherchons à instaurer, ne permettent pas à ce que les citoyens africains puissent
profiter de leurs ressources que Dieu leur a données et que quelqu'un vient pour rétablir ces choses, je ne crois pas qu'on puisse parler de recul. Vous voyez? Je ne crois pas qu'on puisse parler de recul parce que on dit chez nous, et nous, on va soi, nous filles. Non, c'est noté pour vous, Gérard. Je sais quand même qu'en Afrique, dans les milieux politiques, beaucoup de gens condamnent ce qui vient de se passer au Niger. Nous allons voir la réaction des auditeurs dans un instant, puisque c'est le moment de participer à l'émission sur 96 50 34 37 et puis 70. On me dit 70 43 09 70 sur ce seul numéro alors. 70 43 09 70. Si vous voulez participer à l'émission, c'est sur le seul numéro 70 43 09 70. Il y a d'autres auditeurs également qui laissent leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Nous partagerons certains de ces commentaires dans un instant. Il y a ce commentaire de Kofi Sichope Sopo. Il dit: dommage que tu n'as pas invité ceux qui gouvernent le pays pour qu'on leur pose la question comment ils gèrent le patrimoine commun. Je comprends le sens de la question. Il y a un autre qui m'a écrit inbox et qui dit mais finalement le D12 ne reçoit que les acteurs de l'opposition qui ne comprennent pas. Je comprends. Nous allons encore nous démerder pour voir dans quelle mesure nous allons réussir à faire venir dans nos studios les gens du gouvernement ou les gens qui sont au pouvoir, notamment du parti politique uni. Sur cette première réaction-là, est-ce que vous avez un mot? Ce que je viens de dire. Je pense qu'il vous appartient à vous d'expliquer aux auditeurs que vous faites beaucoup d'efforts pour faire venir les gens du parti au pouvoir, mais que c'est eux qui n'acceptent pas de se prêter au jeu du débat que nous sommes en train de faire, parce que peut-être qu'ils n'auront pas des arguments pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, presque en 8 ans de pouvoir, normalement, ils devraient avoir des communicateurs qui puissent expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour expliquer, il faut avoir des arguments. Alors, s'ils acceptent, ou bien s'ils n'acceptent pas de venir, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et donc, le peuple doit pouvoir comprendre que ce que les gens font et qu'ils n'arrivent pas à expliquer, que c'est mauvais. Bien, merci. Nous allons continuer cette émission, Gérard Adia. Nous parlions du Niger. On a quand même eu un certain nombre de surprises dans les réactions qui ont suivi ce coup d'État, par exemple du côté de la France, qui dit visiblement que tout n'est pas totalement terminé. On a même noté un conseil de défense extraordinaire convoqué par l'Élysée. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça, ce type de réaction? Vous savez, le plus grand perdant dans cette affaire de coup d'État au Niger risque d'être la France, le plus gros perdant. Et c'est pour ça que la France se démerde pour que ce qui arrive là ne puisse pas aboutir. Or, je crois que c'est une erreur qu'elle est en train de faire. Il vaudrait mieux pour la France de chercher à réviser sa propre philosophie de gouvernance par rapport aux pays africains. Parce que si tout ça arrive, c'est parce qu'à un moment donné, les pays africains ont compris que leurs citoyens sont négligés pour l'intérêt des pays occidentaux. Et c'est ça qui amène tout ça. Au Mali, au Burkina, en Guinée, les gens parlent de sentiments anti-français. Pourquoi? C'est parce que l'histoire nous fait savoir que toutes les richesses du pays profitent aux Occidentaux, alors que les citoyens eux-mêmes peinent à vivre convenablement. Et donc, toute la réaction de la France, moi je pense qu'elle ferait mieux de s'assagir, c'est-à-dire que de revenir à la sagesse. Et les institutions africaines comme l'Union africaine, la CEDEAO, qui aussi, j'ai appris que la CEDEAO actuellement est en session extraordinaire pour le cas du Niger, et dans un communiqué, je crois que c'est le numéro 10, les nouvelles autorités nigériennes ont dit que l'Union africaine ou la CEDEAO s'apprête à envoyer des forces d'agression du Niger. C'est le terme qu'ils ont utilisé, qui veulent venir agresser le Niger. Et je pense que le terme
peut être juste. Parce que de quoi se mêle la CEDEAO? Non, mais la CEDEAO, vous savez Pourquoi très c'est bien que la CEDEAO, Oui, mais la CEDEAO le Niger est un pays de n'est la que CEDEAO. victime de ses propres subitudes. La CEDEAO n'est que Qu'aurait dû faire la de CEDEAO? ses propres... Qu'aurait dû faire la CEDEAO? La CEDEAO aurait dû se comporter mieux depuis très longtemps. Lorsqu'il y a des coups d'État constitutionnels. Parce que si nous en arrivons là, c'est parce que la CEDEAO a laissé passer les coups d'État constitutionnels. Il y a des choses qui se sont passées dans les pays. La CEDEAO aurait pu s'imposer pour dire non, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça parce que les citoyens n'ont pas décidé ça. La CEDEAO a laissé faire les choses. Dans certains pays, maintenant, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc, ce qui se passe là et la réaction de la CEDEAO, moi, je trouve ça un peu ridicule, excusez-moi le terme. La CEDEAO doit comprendre qu'il lui faut un peu plus de sagesse. De même que l'Union africaine. Leur déclaration guerrière là, il faut qu'ils reviennent à la raison. Pour se dire que si le peuple nigérien soutient les nouvelles autorités, ce qu'ils ont eu à vivre par rapport à la situation au Mali, ils vont vivre peut-être pire. Parce que, bon, la France les pousse. Hein, je suis certain que si la CEDEAO et l'Union africaine réagissent de cette façon-là, c'est parce qu'il y a certainement des puissances étrangères qui sont derrière elles, qui les poussent à faire ces déclarations. Il y a même des pays africains, je suis certain, si on leur demande d'envoyer des militaires pour aller combattre le Niger, ils ne le feront pas. Parce qu'ils savent que ce sont nos frères africains qui sont là-bas. Les Africains ne doivent pas continuer à servir de bourreau pour d'autres Africains. Ce n'est pas normal. Donc, moi, la France doit vite réviser sa position parce que elle dit qu'elle coupe sa coopération financière ou bien c'est tout ce qu'elle contribue à faire au Niger sur le plan financier. Si les Nigériens aussi décident aujourd'hui qu'à partir de maintenant, plus d'1 gramme d'uranium ne partira plus pour la France, ils vont dire quoi? Les Français vont dire quoi? Il faut que les gens réfléchissent. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et il est difficile même de l'expliquer. Certains parlent de réveil sur le continent africain. Parce que ce qui vient de se passer au Niger, quand on regarde un peu derrière, il y a eu le Mali, il y a eu la Guinée, il y a le Burkina Faso. Là, c'est la quatrième jeune qui s'installe en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous aussi, vous pensez comme certains que nous sommes à un moment peut-être historique dans les rapports que nos pays entretiennent, notamment avec les grandes puissances? Je le pense. Je le pense et je le pense même plus profondément que certaines personnes. Parce que chaque peuple a son histoire. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation, nous avons connu l'impérialisme, et le peuple africain a été complètement dépourvu de ses capacités réelles par rapport à tous ces événements. Aujourd'hui, Dieu merci qu'il y a un réveil et les peuples africains se rendent compte, mais tiens, on a les mêmes capacités que les autres. On peut faire ce que les autres font. Parce que tout ce qui nous est arrivé là, bon, c'est peut-être les circonstances du moment qui ont permis. Aujourd'hui que nous rendons compte que psychologiquement, mentalement, nous sommes dotés des mêmes capacités que les autres. Et que ce qu'ils font, nous pouvons le faire nous aussi. Je crois que l'esprit se réveille, hein, que nous sommes capables autant que les autres. Et donc, ce n'est pas la peine que nous nous laissons piétiner. Nous laissons piétiner nos droits, nous nous laissons dominer par les autres. Donc, l'esprit de domination que la France veut toujours avoir par rapport aux pays africains, qu'elle révise ça. Ils ont toujours parlé de coopération. Je pense que c'est le moment de donner un sens véritable à la notion de la coopération. Parce que leur comportement, on a toujours compris que c'est un comportement de dominant. On ne peut plus accepter ces comportements de dominant, mais des comportements de coopération. Je pense que c'est ça qu'il faut adopter aujourd'hui. C'est pour ça que les pays recherchent d'autres partenariats. Parce que si les gens veulent venir travailler avec nous, mais ont des comportements de dominants, nous n'en voulons plus. Nous voulons des gens avec qui on peut discuter d'égal à égal, gagnant-gagnant, dans l'esprit de coopération. C'est pour ça que le monde, même
le monde même, je pense que là où nous sommes, il y a l'esprit ou bien l'hégémonie de domination, ou bien tout ce qui est arrivé jusqu'à là où c'est une seule puissance qui dit bon, c'est moi qui domine le monde entier. Tout ça est en train de s'éclater. Il y a un monde multipolaire qui est en train de se mettre en place. Il faut que les gens comprennent ça. Ça ne peut pas être réversible. C'est irréversible. Mais quand on vous écoute, vous semblez dénoncer beaucoup plus la France, mais il n'y a pas que la France. Dans les réactions, Je ne dénonce pas, dans les réactions, je ne dénonce pas seulement la France, je dénonce les puissances, des anciennes puissances coloniales ou les Occidentaux qui ont l'esprit de domination. Nous, les Africains, nous ne pouvons plus accepter qu'on nous domine. Parce que beaucoup de richesses dans le monde proviennent d'Afrique. Nous ne pouvons pas disposer des meilleures ressources du monde, mais avec la puissance des forces, comment on appelle-t-on, militaires, qu'on cherche à nous dominer tout le temps. Je crois que ça doit s'arrêter. Il y a eu cette série de coups d'État qui continue. Malheureusement, on a pensé qu'avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce serait la dernière, mais malheureusement, le Niger s'est ajouté à cette liste-là. Et au niveau des différents pays francophones notamment, quelles sont les leçons qu'on doit commencer par tirer? Parce que quand le coup d'État du Mali était arrivé, beaucoup pensaient que le Mali serait le Mali seul. Et puis après, il y a eu la Guinée, et le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que dans les pays francophones notamment, est-ce qu'il y a des leçons à commencer par tirer pour que ces coups d'État-là, on arrive à les endiguer, notamment au niveau des pays sahéliens? Vous savez, ce qui se passe au Niger comporte de grands enjeux. Parce que le Niger constitue le seul pays au niveau du Sahel où les puissances occidentales pensaient s'installer véritablement pour pouvoir coordonner leurs actions. Et si, je dirais, si Dieu aide les Nigériens avec le soutien des autres Africains à s'affranchir des puissances occidentales et à les mettre dehors, comme c'est le cas au Mali et au Burkina, je crois que les puissances étrangères occidentales vont souffrir en Afrique parce que les endroits comme le Mali, le Burkina, le Niger sont très stratégiques pour leurs actions. Peut-être que, bon, aujourd'hui, il y a encore le Tchad qui est encore dans leur action. On peut encore comprendre que ils vont pouvoir faire quelque chose à partir du Tchad, mais qui sait? Donc, c'est des choses de grands enjeux économiques. Tout ça là, c'est l'économie qui guide tout ça. Ce n'est pas la force militaire, ce n'est pas ça. C'est l'économie qui guide tout ça. Et malheureusement pour eux, leurs propres turpitudes ont fait que les pays africains commencent par rechercher des partenariats ailleurs. Et ces partenariats-là, que les pays africains cherchent ailleurs, ne vont pas aussi laisser cette proie facile aux pays occidentaux. Je crains tout simplement que tout ça là ne fasse déplacer la guerre de l'Ukraine dans notre sous-région parce qu'il risque d'avoir des affrontements entre des puissances étrangères. La Russie aujourd'hui, à qui certains pays africains font la cour, ne va pas accepter l'hégémonie occidentale, s'installer définitivement en Afrique. Les Occidentaux aussi pensent que s'ils laissent la Russie rentrer, s'installer définitivement en Afrique, ils vont perdre beaucoup de choses. Donc ce sont des guerres d'intérêt. Et ce qui se passe en Ukraine, où il y a une guerre par procuration, ce que la CEDEAO veut faire avec l'Union africaine, risque d'être aussi une guerre par procuration. Bien, merci. Et nous devons éviter cela. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.